Février, voici RDI Économie. Rencontre Marois-Harper, le premier ministre du Canada demeure inflexible sur l'assurance-emploi. Le Super Bowl, du football et surtout beaucoup de publicité et de clichés. Jules Écono avec Yuri Chassin et Pierre-André Bouchard-Saint-Amand, on parle des universités et des écarts de richesse. Bonsoir. Stephen Harper et Pauline Marois ont annoncé un investissement conjoint à Lévis aujourd'hui. Cette harmonie de façade cachait toutefois un désaccord quand même profond qui demeure d'ailleurs sur l'enjeu de la réforme fédérale de l'assurance-emploi. Et Pascal Poinal, Pauline Marois n'a pas réussi à obtenir des assouplissements sur la réforme des travailleurs saisonniers. Et ça, même si elle parle d'une rencontre de 40 minutes très fructueuse, en tout cas c'est ce qu'elle a dit, mais vraiment là où ça a accroché, c'est sur les nouveaux règlements de l'assurance-emploi mis en place par le gouvernement fédéral au cours des dernières semaines. Un règlement selon lequel, par exemple, un travailleur saisonnier pourrait, selon certaines circonstances, être obligé d'accepter un emploi moins bien rémunéré, plus loin de chez lui, pas forcément dans son domaine. Madame Marois pense que certains travailleurs saisonniers pourraient perdre leurs prestations, tandis que M. Harper dit non, c'est pas le but. Le but, c'est d'inciter les travailleurs à rechercher plus activement de l'emploi. Alors, Mme Marois n'a d'autre choix que d'attendre et de voir ce qui va se passer concrètement. Donc, j'ai une confiance mitigée, on s'entend, mais ce qu'il me dit, c'est qu'il ne fera pas d'assouplissement par la loi ou les règlements. Il me dit que la philosophie qu'il a, que la perspective qu'il a est celle que j'ai à cet égard. Nous pourrons évaluer concrètement si ça se vérifie sur le terrain. Oui, mais tout de même, M. Harper était quand même assez clair un peu plus tôt. Un peu plus tôt, parce que son point de presse était tenu avant celui de Mme Marois. Et effectivement, il a rappelé que l'assurance-emploi, c'est de compétence fédérale, donc il a clairement fermé la porte à tout assouplissement. Je suis très clair. Notre position est pour des travailleurs saisonniers, pour des gens qui ne peuvent pas travailler de l'emploi dans leur région et selon qui utilise leurs compétences, l'assurance-emploi sera là. Et nos réformes assurent sa présence pour ces gens. Première rencontre de travail donc entre Mme Marois et M. Harper. Je vous rappelle que le prétexte de tout cela, c'était une annonce d'environ 20 millions de dollars pour moderniser la traverse ici à Lévis. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. Au revoir. Et un peu plus tôt aujourd'hui, la première ministre a réitéré la position du gouvernement sur la question des surplus d'électricité à Hydro-Québec. Hier, notre invité, le professeur Jean-Thomas Bernard, déclarait que le gouvernement devrait cesser le développement de nouvelles productions d'électricité en raison des importants surplus. Il y a des surplus importants actuellement à Hydro-Québec. Plutôt que de le voir comme un problème, je crois qu'on doit le voir comme un avantage. Utiliser donc ce surplus d'électricité pour attirer ici de nouveaux investissements et nous engager de façon résolue dans l'électrification de nos transports. Le problème d'Hydro-Québec, c'est le gaz naturel, nous a dit Jean-Thomas Bernard hier. C'est le sujet de mon blog que je vous invite à consulter, commenter et partager. Au lendemain de la fermeture de 15 magasins Future Shop et Best Buy, la chaîne de produits électroniques La Source annonce qu'elle ouvrira 20 nouveaux magasins au pays cette année. Une cinquantaine de commerces seront également rénovés. La Source, qui a été achetée par BCE en 2009, compte plus de 700 magasins au pays. Ces lieux sont beaucoup plus petits que ceux des Future Shop ou des Best Buy, une formule qui convient mieux aux besoins des consommateurs selon la direction de La Source. En tout cas, les difficultés de Best Buy et des autres détaillants s'expliquent en partie par la popularité grandissante du commerce en ligne. Le web fait des victimes, mais crée aussi d'énormes possibilités. Pascal Harrison-Julien. Avec le vente en ligne, on a accès à une qualité d'information incroyable. Patrick Elbassi est vice-président chez APP Group, la compagnie montréalaise derrière les marques de manteaux Soyal, Kio et Macage. Ces collections sont vendues partout dans le monde, dans de grandes chaînes de magasins. Malgré le succès, il consacre une grande partie de ses énergies à développer son site web de vente en ligne. Le vente en ligne, e-commerce, est plus important que notre visibilité qui achète en Iran, qui va très bien.
Les temps changent pour les grandes surfaces. Best Buy en est l'exemple le plus récent. Le géant de l'électronique veut réduire la superficie de ses magasins et augmenter sa présence en ligne. L'industrie du vêtement n'échappera pas non plus à cette tendance. C'est une question de coût, tout simplement. Donc, l'entreprise va prioriser le canal qui va lui être le plus rentable possible. Julien Vallelunga vend ses créations sur le web à des américaines, des japonaises et de plus en plus souvent à des montréalaises. Des revenus essentiels pour être moins dépendants des boutiques. Boutique indépendante, je pense avec une économie qui est plutôt incertaine, c'est assez difficile pour elle. Il y a beaucoup qui ont fermé, les paiements arrivent en retard. En tant qu'entrepreneur, on essaie de trouver d'autres sources de revenus. Patrick et Passy ne croient pas que l'existence des grands magasins soit menacée, mais sont appelés à se transformer, comme c'est le cas pour sa boutique Maquillage à Lugano. Les vendeurs en magasin, ils ont un iPad, avec aussi en ligne, et ils assistent physiquement avec eux pour compléter son acquisition sur l'iPad. Je fais un exemple pour un magasin physique, pour travailler avec des commerces en ligne. Pascal Harrison, Julien au Canada, Montréal. L'économie américaine a créé 157 000 nouveaux emplois en janvier, signe que la reprise se poursuit malgré le recul surprise du PIB au dernier trimestre de 2012. Le département américain du travail a révisé à la hausse aussi de 127 000 le nombre d'emplois créés en novembre et en décembre. Le taux de chômage a tout de même grimpé d'un dixième à 7,9%. Les économistes affirment que l'économie doit créer au moins 250 000 emplois par mois pour véritablement faire baisser le chômage aux États-Unis. Pendant ce temps, le taux de chômage est resté stable en Europe en décembre pour un troisième mois de suite. Le chômage demeure malgré tout très élevé à 11,7% en moyenne pour les 17 pays de la zone euro. En Grèce et en Espagne, plus du quart de la population est sans emploi. Dans la plus grande économie d'Europe, l'Allemagne, le taux de chômage est d'à peine 5,3%. En France, c'est le double, 10,6%. L'Observatoire du plus haut gratte-ciel d'Europe a été inauguré à Londres aujourd'hui. Le Shard, d'une tour de 310 mètres, abritera des bureaux, un hôtel, des logements luxueux pour 8000 personnes. L'immeuble financé par le Qatar illustre la renaissance et l'enbourgeoisement de quartiers pauvres au sud de la Tamise. L'Observatoire devrait attirer 1 million de visiteurs par année. La flèche de verre et d'acier est l'œuvre de Renzo Piano, l'architecte qui avait réalisé le centre Pompidou à Paris dans les années 70. Plus de 100 millions de téléspectateurs seront privés devant leur écran à l'occasion du Super Bowl dimanche, la grande fête du football et de la publicité. Vincent Maison. Pour certains, le Super Bowl, c'est le football. Mais pour d'autres, c'est surtout la publicité. Pour les créateurs de pub, c'est l'événement de l'année. Les highlights du match, c'est souvent de la pub. Tu sais, on libérer la pub de match, peut être un peu so-so. La licence est spectaculaire, il doit y avoir des pubs jamais vues, super le fun. Pour les marques, le Super Bowl, c'est l'occasion de projeter une image de prestige. Les Américains, évidemment, aiment s'associer avec des marques qui sont gagnantes, qui ont du succès et qui ont cette position-là aussi de leader. C'est d'ailleurs dans une ultime tentative de relancer sa marque que BlackBerry diffusera une première pub au Super Bowl. Ils ont voulu vraiment communiquer clairement qu'ils étaient de retour en force. Un 30 secondes de pub coûtait 40 000 $ en 1967. Aujourd'hui, 3 800 000 $. Certains annonceurs diffusent leur pub sur YouTube plusieurs jours avant le grand match, car ça ne coûte rien et ça augmente la visibilité de la marque. Son Candice Chrysler, qui a été vu plus de 110 millions de fois, la pub du Super Bowl sur YouTube de l'année passée, c'est 110 millions. C'est quasiment aussi important que le spot en tant que tel, qui a été vu par plus de 120-130 millions de personnes. Pour ce qui est de la QV 2013, attendez-vous au même cliché. Il y aura des bébés, des animaux, des jolies femmes et des gars parfois plutôt idiots, le tout teinté d'humour. Écoute, c'est un gars, ça mange des nachos, ça boit de la bière, c'est quoi, ça mange le football. C'est pas tant pour une pub dramatique non plus nécessairement. Mais cliché ou non, une pub au Super Bowl n'a pas intérêt à être ennuyante. Car si la compétition est forte sur le terrain, elle l'est encore plus durant les pauses commerciales. Vincent Maison de Radio-Canada, Montréal.